Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez bienvenus sur Babyfoot TV pour une émission spéciale vétéran ce soir. En effet, j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir deux légendes du babyfoot hexagonal en la personne de Didier Delabarre et d'Olivier Perrin. À ce titre, Didier Delabarre qu'on voit ici sur les images que nous propose Stéphane, on se connecte tout de suite avec lui. Didier, comment tu vas? Très bien. Bon, je vois ça Didier, tu as l'air en grande forme. Tu as l'air en grande forme. Didier, toi, tu es l'ancien sélectionneur et joueur de l'équipe de France vétéran. Tu es actuellement également vice-président du football club de babyfoot de Bellencombre en Seine-Maritime. Donc tu nous raconteras un petit peu ton parcours, ton expérience, tes anecdotes et vraiment tous les souvenirs que tu as jusqu'à présent de cette très belle discipline qu'est le football de table. Deuxième invité de marque et de choix ce soir qui nous fait également l'immense plaisir d'être à nos côtés, c'est Olivier Perrin. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Paul, bonsoir Didier, bonsoir Stéphane. Merci d'intervenir, c'est très gentil. On est très ravis de votre invitation. Bonsoir Stéphane. Bah écoute, en tout cas, ouais, Stéphane qui est aux manettes ce soir de l'émission, toujours à nos côtés, Stéphane à la Réal. Donc je le disais Olivier, merci à toi d'être présent en compagnie de Didier Delabarre. Olivier, donc toi, tu as une particularité, tu as une aussi grande expérience du football de table, du babyfoot, c'est que tu as été créateur de la Fédération française de babyfoot sportif, c'était en 1991, tu as été durant 5 années président, donc tu nous parleras de ce rôle que tu as eu quand tu as lancé cette fédération il y a quelques années en arrière. Tu es également un ancien joueur et capitaine de l'équipe de France vétéran, avec laquelle tu as été champion du monde en 2011, 2013 et 2018. Et depuis cette saison, tu es porte-parole animateur et joueur des Phoenix de Toulouse. Donc tu as une très très grande actualité, Olivier. Oui, c'est un peu chargé. Bon, bien sûr, c'était beaucoup plus chargé au moment de la présidence de la fédération, mais bon, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que là, maintenant, on a une équipe à Toulouse qui est assez fantastique et les Phoenix, c'est un projet très, très attachant avec un retour de joueurs qu'on n'avait pas vu depuis pas mal d'années. Donc, c'est très, très motivant. Alors, avant qu'on démarre réellement l'émission, messieurs, je tenais à rendre hommage, puisqu'on c'est une spéciale vétéran, à rendre hommage à une personne qui nous a quittés il y a quelques petites semaines de cela. J'ai pas pu le faire dans l'émission précédente et je voulais le faire ce soir en votre compagnie. Puisque je voulais rendre hommage à Maurice Daudin, voilà, qu'on voit ici sur cette photo. Maurice qui faisait partie du club de Segré, un monsieur top que vous avez rencontré, je suppose, Didier Olivier, durant les nombreux tournois auxquels vous avez participé. Un petit mot sur ce sympathique monsieur qui nous a quittés il y a quelques toutes petites semaines, Maurice Daudin. Eh bien, écoute, moi, pour ma part, effectivement, je le croisais quasiment sur tous les tournois. Un type vraiment il transpirait la gentillesse. Vraiment, il est très, très gentil, assez discret. Mais voilà, il allait de table en table, toujours un gentil mot, un très, très bon esprit. Bon, faut dire, chez les vétérans, on a bon esprit, hein. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, voilà, j'ai pas eu vraiment, je l'ai pas énormément côtoyé, mais le peu que je l'ai côtoyé, parce qu'effectivement, il était là à chaque fois, un type d'une gentillesse extrême, extrême, extrême. Didier, un petit mot sur Maurice. Oui, c'était une personne sympa qui aimait le jeu, qui aimait le baby, qui franchement s'intéressait à ce que les autres étaient capables de réaliser. Et il aimait ça, quoi. Et on le sentait en lui. Et c'était quelqu'un de très, très gentil. Très gentil. En tout cas, voilà, on tenait vraiment absolument à lui rendre un bel hommage à Maurice Daudin avant de démarrer l'émission. Voilà, messieurs, le décor est planté. On aura vraiment une très très belle pensée durant cette émission pour notre cher Maurice. Et je vais commencer par Olivier Perrin. Olivier, avec nous depuis Toulouse. Olivier, je le disais précédemment, tu es le créateur de la Fédération française de babyfoot sportif. En 91, tu as créé ça. Tu es resté donc 5 années à sa tête en tant que président. Quels souvenirs tu en gardes? Raconte-nous un petit peu la genèse de ce projet. Comment est née la Fédération française de babyfoot sportif?
moi, depuis l'âge de 13 ans, je joue au baby-foot. Avant, j'étais sur Paris, donc j'allais, beaucoup d'anciens joueurs la connaissent, j'allais beaucoup à la salle Saint-Denis dès que j'ai pu avoir ma majorité. Et puis, je suis descendu en Toulouse en 88. Et puis, bon, il y avait une salle où il y avait quand même pas mal de joueurs, donc j'ai voulu monter un premier club. Et puis, alors, il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. À l'origine, il y avait un monsieur, on va passer un peu les détails, mais qui n'était pas forcément très recommandable, qui avait monté la Ligue nationale de baby-foot. Et il essayait d'organiser des championnats de France, mais c'était vraiment très gros amateurisme, pour parler très gentiment, très poliment. Et il m'a demandé, puisque le club grossissait, il m'avait demandé d'organiser les championnats de France sur Toulouse, enfin dans la banlieue toulousaine, ce qu'on a fait. Et ça a été un succès, malgré les aléas du tournoi, ça a été quand même un beau succès. Et du coup, effectivement, on a eu l'idée de faire quelque chose quand même de beaucoup plus structuré. Alors à l'époque, c'était avec Nadine Desplat et Patrice Fenchong. Desplat qui avait été plusieurs fois championne de France, et puis Patrice Fenchong qui était un très très gros joueur à l'époque de la région toulousaine. Et on a eu l'idée de lancer cette fédération. Et ça a vite très très pris en réalité, parce que, bon, comme toutes les associations, c'était vraiment un petit peu léger. Ça n'a pas les structures qu'ont les fédérations aujourd'hui, si tu veux, mais voilà, ça a bien démarré. Et puis surtout, dès la première année, moi j'ai beaucoup axé sur les médias, sur le concept social du baby-foot. C'est-à-dire que, bien sûr, je voulais faire reconnaître que le baby-foot était un sport, mais je dirais, à mon avis, la porte d'entrée, c'était déjà de développer des clubs un petit peu partout dans le concept social, et qui viendrait après, effectivement, avec le concept sportif. Parce que c'est vrai que moi, quand je me suis adressé au ministère des Jeunesses et des Sports, on m'avait dit oui, de toute façon, pour que ça soit reconnu comme sport, il faut qu'il y ait 10 ans d'existence, plus de 10 000 licenciés. Donc, je me suis dit que moi, j'allais tout miser un peu sur les médias, le développement, les clubs dans des foyers, dans des ligues associatives, dans des écoles, voilà. Et la première année, on a eu un très gros coup de chance, c'est que Canal+, la direction des sports de Canal+, m'a contacté. Je ne sais pas comment ils ont entendu parler de moi, mais Charles Bietri, ils m'ont proposé de faire Charles le championnat Bietri, de France, c'est le premier championnat de France, Charles sur Bietri, la pelouse du Parc des Princes. c'est Charles Bietri qui t'a contacté, Olivier? Voilà, c'est Charles Bietri qui m'a contacté. Alors, j'en garde un de mes plus beaux souvenirs, pas forcément en tant que joueur, mais en tant que président de la fédération. C'est-à-dire qu'il m'a invité à Paris à venir sur la pelouse du Parc des Princes pour discuter avec les dirigeants de Canal+ du Parc des Princes. Et je me suis retrouvé, je me souviens à l'époque, c'était un match international France-Belgique en 92. Et je me suis retrouvé, je vous assure que c'est vrai, je me suis retrouvé avec Charles Bietri sur le rond central de la pelouse, avec le stade complètement plein, et on était tous les deux à discuter de l'éventuelle organisation du Regarde, Olivier, championnat. là justement, je te coupe la parole quelques secondes. Stéphane nous fait découvrir quelques images de ce qu'était, à quoi ressemblait le baby-foot, le football de table dans les années fin 80, début 90. Voilà, ça ressemblait à ça. C'est très old school, on va dire. C'est vrai qu'on prend une claque un petit peu en redécouvrant ces images-là pour les nostalgiques. En tout cas, c'est des moments forts que tu as vécu quand justement tu as mis en place cette fédération. Là, tu nous racontais l'expérience que tu avais vécue sous l'ère Canal+, quand il y a eu ce projet de faire un gros tournoi au Parc des Princes. C'est quoi? C'est les finances qui ont manqué pour que ce projet se réalise? Alors, c'était les finances. On était une toute petite association. On était quelques centaines. On démarrait. Donc, le Parc des Princes nous demandait de financer la location pour le week-end. Donc, évidemment, c'était pas possible pour nous. On avait la chance d'être avec Bonzini, mais Bonzini n'avait pas Ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Ça coûtait combien, Olivier? Ça coûtait combien d'organiser une manif d'une telle envergure à l'époque au Parc des Princes? Sans la logistique des services de sécurité, de soins et tout, rien que la location du parc pour le week-end, ça coûtait à l'époque un peu plus de 500 000 francs. C'est-à-dire aujourd'hui, ça ferait environ 80 000 euros, quoi, juste pour le week-end. Ouais. Donc plus encore plus le reste. Et du coup, bon, ça n'a pas pu se faire, mais on a eu la chance que la mairie de Paris a entendu ça. Pareil, je ne sais pas trop comment. Et du coup, eh bien, Jacques Chirac, qui était à l'époque maire de Paris, a eu la gentillesse de m'écrire et de me proposer la salle de Coubertin gratuitement, avec une petite subvention à l'appui. Donc pour nous, c'était vraiment génial. Donc nos premiers championnats de France
en 92, on les a fait au stade Pierre de Coubertin. T'étais pas très loin du Parc des Princes, hein? Toutes les chaînes. Et je dis, t'étais pas très loin du Parc des Princes. Non, mais Coubertin, bon, c'est juste à côté. Ça reste une grande émotion. Ça reste une grande émotion. Pour une première année d'existence, pour une petite association comme nous, c'était vraiment une très, très belle expérience. Et tout ça, évidemment, nous a donné un peu le pied à l'étrier parce qu'on a une très belle couverture médiatique. Monsieur Bergaglia de la Maison Bosini appelle ça le grand chelem parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les chaînes qu'on a aujourd'hui. Mais on a eu TF1, on a eu Stade 2, on a eu M6, enfin, on a eu toutes les chaînes. Donc, c'était vraiment génial, quoi. Et évidemment, ça a forcément eu des répercussions au lendemain quand je suis rentré à Toulouse. J'ai eu plein d'autres médias ou de clubs qui m'ont téléphoné ou de foyers et tout en me disant « Ah, mais je ne savais pas que ça existait. » Ça serait intéressant. Et c'est comme ça que ça s'est développé, en vrai. Didier Delabarre, Oui. qui est avec nous du côté de Bellencombre, puisque tu vis à 4 km de Bellencombre. Didier, on a entendu Olivier là nous raconter un petit peu son parcours, son expérience par rapport notamment à la création de la Fédération française de baby-foot sportif. Quel regard tu portes par rapport à ce projet qu'il a pu développer et faire naître durant 5 années, de 91 à 96? C'était un très beau projet, puisque moi-même, j'avais créé en 1980 ou 81 une association en Seine-Maritime pour développer le baby-foot. Et ça a donné quoi sur le long terme? Eh ben, ça a donné sur le long terme que moi, à un moment donné, avec mes occupations professionnelles, j'ai malheureusement pas pu continuer à animer cette association et à la présider. Donc, j'ai dû la fermer aux alentours des années 86. Mais on a écumé quasiment pendant 6 ans tout le circuit en Seine-Maritime et même dans l'Eure et un peu plus loin dans l'Orne. Certains sont même montés en Belgique pour défier les Belges. Et ça a fait progresser le baby-foot avec Cyril Hérichet, Marc. Hérichet, il est de Rouen, je crois, non? Oui. C'est ça, très bon joueur. Et puis, d'autres personnes, on a réussi à donner le plaisir du jeu, la découverte du jeu aux habitants de la Seine-Maritime. Et toi, quand tu as démarré... Le seul défaut que nous avions, c'était de gagner trop souvent. Justement, là, au niveau de tes titres, quand est-ce que tu es devenu ton premier titre de champion de France? Parce que je le rappelle, hein, tu as été 12 fois champion de France, 2 fois champion du monde en simple en 2008 et 2011. Ton premier titre de champion de France, c'était quand, Didier? Alors, mon premier titre de champion de France, c'est à Rouen. Il s'était fait, je ne sais pas comment à l'époque, un championnat dit de France. Et j'avais 16 ans. J'ai participé à ce championnat qui était fait de vieux briscards du baby-foot et j'ai gagné. Voilà. C'est le premier titre que j'ai remporté qui s'est passé sur l'île Lacroix à Rouen. Et le dernier, c'était quand ton dernier titre de champion de France? Oh, le dernier titre de champion de France, 2016 ou 2017 peut-être. Ouais, relativement récent. Voilà, et 2013, je suis repassé en semi-pro parce que sans arrêt, on me disait oui, mais Didier, t'es champion de France, mais en vétéran, t'es champion de France en vétéran. Donc, je suis repassé dans la catégorie semi-pro en 2013 et j'ai pris là aussi le titre de champion de France en semi-pro. Voilà, on découvre, Didier, les images que nous communique Stéphane. Du monde en août. Voilà. Là, durant des là tournois. avec Stéphane Tonche. Ça, c'était au dernier tournoi d'Evry. C'était en janvier 2020. Là, c'est ton club, justement. Parle-nous un petit peu de ton club, Didier, de Bellencombre. Eh ben voilà, c'est un club qui est fait de passionnés. Certains ont décidé de s'inscrire avec une licence sportive parce qu'ils ne souhaitent pas aller faire des compétitions. Et puis, toute une autre partie qui se dévoue à la compétition
avec parfois des soucis de déplacement, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, le club est constitué de 26 membres. Nous avons arrêté de faire rentrer des adhérents pour la simple raison, le Covid-19 nous a bloqués et on a préféré ne faire rentrer personne dans cette période-là, de façon à ne pas emmener les gens, le cas échéant, dans des galères. Je crois que vous avez très très bien fait de fonctionner comme ça. C'est la meilleure des choses en attendant que tout ça s'achève. Je suppose que pour toi, Olivier, c'est la même chose. Le club de Phoenix à Toulouse est fermé pour le moment, non? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Oui. Officiellement, évidemment, on ne pouvait pas faire d'entraînement. Il y avait des joueurs qui venaient, mais voilà, officiellement, bien sûr, on a fermé. C'est vraiment malheureux, hein, parce qu'on est tous des passionnés, on a tous envie de jouer, de reprendre la compétition pour certains, mais c'est vraiment, on est très frustrés là en ce moment. Alors le club des Phoenix, justement, c'est un club composé de potes. Hein. C'est un projet ultra pote, amical. Enfin voilà, c'est le retour un petit peu des anciens dans la région toulousaine. Et oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, il se trouvait que, c'est pas parce que je suis là, hein, ça n'a rien à voir, mais le club de Toulouse était vraiment leader en France. On gagnait pas tout, mais quasiment, on était vraiment, enfin, c'était vraiment les meilleurs. Et c'est vrai que l'année dernière, donc on a changé le bureau du club, et puis alors sous l'impulsion de Jean-Olivier Housset, Fred Pagnas, Hugo Boissard, et voilà, on a repris un peu l'étrier et on a créé, on a créé ce nouveau Phoenix. Et là, on a vu arriver effectivement, en réalité, tous les anciens joueurs, comme Cyril Abécassis que tu avais reçu l'autre jour, comme François Cheret, voilà, enfin pas tous les anciens, mais beaucoup d'anciens. Maxime Blin, Sébastien Zapater. Alors, on a eu Maxime Bien étant notre directeur sportif, Sébastien Zapater, et puis là, maintenant, on a même Gilbert Dacuna qui est rentré chez les Phoenix. Voilà, François, Jules Ramon aussi qui est revenu après longtemps, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Voilà, maintenant, on a un club vraiment extraordinaire. C'est un peu vraiment dommage que le Covid nous coupe l'air sous le pied, mais on a vraiment une infrastructure déjà avec le 147, la salle, c'est une salle privée qui nous héberge. On a 8 baby-foot et on a du beau monde. C'est vrai qu'on a beaucoup développé, en fin de compte, l'année dernière avec l'organisation des DIP. On faisait des DIP tous les premiers lundis du mois et on a complètement explosé, voilà, en commençant par 15, 20, 30, au mois de février 2020, juste avant le Covid, on était 60 pour un DIP, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Et il y a beaucoup de petits jeunes qui sont venus découvrir et qui ont mis vraiment le feu, quoi. Et ça nous a multiplié le nombre de licenciés. C'était relatif, mais on était l'année dernière, en fin d'année dernière, on était à 35. Et là, je pense qu'avec l'arrivée des Phoenix, on ne demande qu'à grossir, bien évidemment, parce que c'est d'avoir des entraînements toutes les semaines par de tels joueurs. Je dis bien des entraînements, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas avec nous. Ils sont à côté du baby pendant 3 heures, et pendant 3 heures, ils nous prodiguent leurs conseils, ils nous font jouer, ils nous donnent les défauts, enfin, ils nous disent vraiment les défauts. Ouais, c'est vraiment un encadrement parfait. C'est un encadrement parfait. Et puis en plus, ce sont de tels joueurs, si tu veux, que vraiment il y a tout à apprendre. Et depuis qu'ils le font, tous les joueurs reconnaissent qu'ils ont appris quelque chose. Même des joueurs qui ont du niveau m'ont dit, mais oui, je ne savais pas qu'il fallait faire ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, etc., etc. Alors moi, je voulais revenir avec toi, Olivier, avant on développera tout à l'heure tes fonctions avec le club des Phoenix, mais je voulais revenir avec toi par rapport à cette expérience que tu as vécue lorsque tu étais président de la Fédération française de baby-foot sportif, donc je le rappelle de 91 à 96. Quand tu as quitté cette fonction et cette fédération, 2 questions. Pour quelles raisons, tout d'abord? Et deuxième question, combien de licenciés avait la fédération à cette période, en 96, quand tu as quitté cette structure? Alors, la fédération, je vais te répondre déjà par la deuxième question. La fédération, elle comptait à peu près entre 3500 et 4000 licenciés.
on avait développé, on était parti de rien. Mais moi, j'admettais un point d'honneur, si tu veux, sur le fait de mettre des licences pas chères du tout, puisque les licences à l'époque étaient à 30 francs pour l'année, ce qui correspondrait à 4,50 € aujourd'hui pour l'année. Donc la licence était très peu chère. Et puis surtout, je ne voulais pas qu'il y ait d'argent redistribué. Alors là, je sais que je ne vais pas forcément me faire que des amis, mais je ne voulais absolument pas qu'il y ait d'argent. Alors, il y avait des lots, il y avait des babys, il y avait des trucs comme ça, mais je ne voulais pas que l'argent soit redistribué. Et je pense que vraiment, très sincèrement, les champions de l'époque étaient des passionnés, comme tout le monde, hein, les joueurs d'aujourd'hui, bien sûr. Mais ils savaient qu'ils venaient, c'était pour gagner un titre ou une belle médaille. Et pourquoi tu voulais pas instaurer un cash prize dans les tournois? Je suis peut-être un peu has-been, mais moi, j'ai peut-être une relation très particulière avec l'argent, j'en sais rien. Mais moi, je voulais surtout développer. Et mon avis, en mettant des gains, etc., on s'enfermait un petit peu dans l'élitisme et c'est pas ce que je voulais à l'époque. Moi, je voulais vraiment développer. L'objectif, c'était quand même d'avoir cet agrément jeunesse et sport qui aurait pu nous aider, effectivement. Et moi, je misais tout sur le nombre de licenciés, beaucoup plus que sur l'élite du baby-foot qui gagnerait de l'argent. Et on avait des champions extraordinaires. Moi, je me souviens parce que je l'ai encore croisé il n'y a pas longtemps. Il y avait Damien Ledoux. Damien Ledoux, pour moi, c'était le parfait exemple du joueur imprégné, du joueur qui venait là, je dirais, pour gagner, pour les médailles. Il était très représentatif de ce qu'on voulait mettre à l'époque. Et justement, tu parlais de Damien Ledoux, c'est ça, hein. Donc Stéphane va nous faire voir d'ici quelques toutes petites secondes. On attend qu'il nous cale ça. En préparant l'émission avec toi, c'est toi qui m'avais fait parvenir cette vidéo en me disant que à chaque fois que tu la regardais, elle te mettait des frissons. C'était le titre de champion du monde, donc de la paire Ledoux avec sa partenaire de l'époque. Tu t'en souviens du nom? C'est la finale du championnat de France. C'est la finale du championnat de France en 93. Et c'est une. Je l'ai vu, je dirais, des dizaines de fois, cette petite vidéo. Et à chaque fois, oui, plus que des frissons, ça me met presque larmes à l'œil. Parce que c'était vraiment représentatif de ce que je voulais mettre en place. Après, je dis pas que j'ai raison, hein, mais moi, c'est ce que je voulais faire à l'époque. Et bon, il faut croire que ça a quand même pas mal marché, puisqu'on est arrivé quasiment à 4000. Eh ben, tu vois, on les voit, les images, Olivier. Finale du championnat de France, hein, en 93. Voilà, tout à fait. C'était en double mix, le championnat de France 93 à Japy. C'était en double mix contre Gérard Méloul. Et excusez-moi, mesdames, je n'ai pas les noms des partenaires féminines, mais c'était vraiment ça. Et tu vas voir que, bien évidemment, Damien met la balle de match. Et tu vas voir l'émotion et l'ambiance qu'il y avait à cette époque. Je suis un petit peu, pas désespéré, mais je suis un peu triste aujourd'hui de voir que quand quelqu'un gagne, et voilà, il va chercher son chèque à la table de marque, il s'en va, il n'y a personne pour l'applaudir, il n'y a personne pour le féliciter, pour l'embrasser, il n'y a plus d'accolade, il n'y a plus rien. Je trouve ça un petit peu triste. Les temps changent, Olivier. Oui, les temps changent. Je te dis, je suis peut-être un peu has-been, hein, ça je comprends non, très bien. Non, t'es pas has-been, mais t'es nostalgique, je pense. Ouais, nostalgique, c'est vrai, peut-être. Et alors, la première question que tu me posais, pourquoi j'ai arrêté? Oui. Eh bien, écoute, c'est un petit peu comme dans toutes les entreprises et toutes les associations. Je crois qu'il faut que les gens comprennent, tous les dirigeants ne me contrediront pas, c'est que l'associatif, le bénévolat a ses limites. Et moi, c'est vrai que j'avais l'appui de quasiment tous les clubs, mais pour être tout à fait sincère et sans donner de nom, j'avais 3, 4 enquiquineurs, pour parler très poliment, voilà, qui m'ont tellement mis de bâtons dans les roues, tellement embêté. Moi, j'ai trouvé que je méritais pas forcément ça. Il voulait être calife à la place du calife, c'est ça? Être calife à la place du calife. Il voulait peut-être être calife à la place du calife, comme dire l'expression. Il y a ça, il y a les petites vengeances personnelles, voilà. Bon, ils étaient pas nombreux, hein, ils étaient 3 ou 4. Je regardais l'autre jour mes archives, je retombais sur les échanges de courriers que j'ai eu avec ces personnes. J'ai dit, mais quand même, ils étaient vaches parce que, bon, voilà, tout le monde fait des erreurs. Moi, j'en ai fait aussi, bien sûr. Mais enfin, voilà. Et à un moment donné, tu sais, quand le bénévolat, il a ses limites. Au bout de 5 ans, j'ai dit, écoutez, les gars, vous savez faire mieux que moi, puisque vous voulez mettre de l'argent aussi, parce qu'il y avait ça aussi, vous voulez mettre de l'argent et tout, allez-y. Moi, c'est pas mon éthique, c'est pas ma politique, donc je vous laisse faire. Voilà. Didier Delabarre. Didier. Oui.
Est-ce que Oui, ça t'a jamais tenté un jour d'obtenir des fonctions, un rôle au sein de la Fédération française de football de table avec justement ce vécu que tu as, cette expérience, ça t'a jamais trotté dans la tête? oui, mais pas avec les personnes actuelles. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu Je leur suis reproches aux personnes actuelles? ah, la constitution de la fédération, ses statuts, des baby-foot où on n'a jamais trop su où ils étaient arrivés, des choses que moi je ne peux pas accepter. Je suis dans la même catégorie qu'Olivier Perrin. Il faut que les choses soient clean de chez clean. Alors justement, en parlant de Clean de chez Clean et de ces choses que tu as envie de voir changer dans le développement du baby-foot en France, il faut rappeler quand même que prochainement, il y aura de nouvelles élections, hein, une assemblée générale élective Oui, avec, avec des projets qui sont en cours, menés par trois listes, on va dire. Qu'est-ce que tu attends, toi, Didier, de cette nouvelle élection? Quel est ton souhait? Quel est ton souhait réellement pour le développement du football de table en France? Que ça soit aussi bien dans le cadre de l'encadrement des clubs en France, aussi bien aussi au niveau des tournois, des licenciés loisirs. Bref, qu'est-ce que de façon euh, globale tu espères de ces nouvelles élections? bah déjà que les gens qui prendront la tête de la fédération n'aient pas de favoritisme, que tout le monde soit absolument dans le même système égalitaire, qu'il n'y ait pas de favoritisme du tout. Olivier, toi, quel serait ton souhait par rapport à ces élections? Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le développement du baby-foot en France? Euh, Alors je sais que tu as pris beaucoup de détachement hein, par rapport à tout ça depuis de nombreuses années. oui, oui, j'ai pris du détachement, mais j'ai quand même lu aussi les programmes, les projets qui ont été proposés. Alors c'est vrai que tout le monde a toujours, bien sûr, la même envie. Voilà, on est tous des passionnés à la base. Hein, voilà, donc j'ai lu un petit peu les projets. C'est vrai que j'aimerais de la simplification. J'aimerais que enfin vraiment on retourne sur le développement du baby. Peut-être encore une fois par le biais du social, je ne sais pas, mais qu'on multiplie le nombre de licenciés. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait évoluer. Co- J'aimerais également que on essaye au maximum de faire avec les médias. Parce que moi, vraiment, si on s'est développé à l'époque de cette façon, c'est parce que les médias nous ont suivis. C'est incroyable le nombre de contacts qu'on a au lendemain d'une émission de télé ou un bel article dans le journal, etc. On a des contacts. J'aimerais bien que ça se développe déjà par ce biais-là. Et en termes d'organisation, alors là, moi, je change un petit peu le truc, mais c'est vrai que là, je vais parler de compétition pure. Euh, Nous, on avait mis en place à l'époque le challenge interclub. C'était des tournois par formation, du même type que les championnats de France, avec des formations de plusieurs joueurs. J'ai toujours pensé que c'était ce type de tournoi qui pouvait aider à faire développer la fédération. Pourquoi? Parce que des joueurs qui sont d'un niveau un petit peu moyen peuvent faire gagner toute la formation. Donc, tout le monde, tout les gens qui ont été à un championnat de France te le diront, il y a une émulation, il y a une ambiance que tu ne retrouves pas ailleurs dans les tournois individuels. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu à la multiplication de ce type de tournoi. Bon, là, c'est juste un avis personnel, mais bon, voilà, voilà. Et dans les projets, voilà, j'ai regardé un petit peu effectivement les projets. J'aimerais quelque chose de simple, euh, voilà. Et puis retomber un petit peu se faire aider par le biais du social. Je pense qu'on pourrait se développer par rapport à ça. Il ne faut pas rester, même on a des très bons joueurs, il y a des joueurs fantastiques en France, mais il ne faut pas rester dans l'élitisme. C'est pas possible. On n'y arrivera jamais si on reste juste dans l'élitisme avec 1000 ou 1500 licenciés, avec les moyens qu'on a aujourd'hui avec Internet et tout, c'est pas normal. Combien de licenciés aujourd'hui en France, Olivier?
je crois qu'on doit tourner aux alentours de 1500, 1300, 1500. Donc il y avait 4500 à l'époque où tu as arrêté la fédération. Non, un peu moins de 4000. Un peu moins de 4000. Aujourd'hui, tu me dis qu'il y en a 1500. On est en 2020. Comment avec, justement, c'est étonnant, avec tous ces moyens qu'on a en termes de technologie, en termes de communication, Internet, etc., qu'on ait pu perdre autant de licenciés? Alors que justement, ça devrait être 10, 15 000 peut-être. Mais tu sais, j'en reviens à ma distanciation avec la fédération à l'époque, en 96, que j'ai quitté en 96. J'étais pas d'accord avec les joueurs qui ont pris derrière moi, les présidents qui ont repris derrière moi. Moi, j'étais pas d'accord sur ils voulaient rester un petit peu dans leur bulle d'élitisme. Et ça, franchement, j'étais pas d'accord. C'est pour ça aussi que c'est surtout pour ça que je suis parti, parce que je voulais pas ça, moi. Je voulais pas ça. Je voulais continuer à ce que ça se développe. On avait des clubs en Guyane. Enfin, c'est pas normal. Tout ça, ça a disparu. Voilà. Bah écoute, faut espérer en tout cas que ça revienne. En tout cas, je n'en doute pas pour le bien du baby-foot, du football de table en France, que les choses s'améliorent, se modernisent et que ça aille de l'avant comme tu l'évoques avec Didier. Olivier, suite à justement à ce parcours au sein de la fédération, tu as durant quelques années aussi ouvert une salle de jeu rue Gambetta à Toulouse, où cette salle de jeu était quasiment ou entièrement équipée que de baby-foot. Ça a duré combien de temps cette salle? Malheureusement, tu l'as gérée pendant combien d'années? Malheureusement, ça n'a pas duré très très longtemps. J'avais effectivement créé, j'étais au chômage, hein, voilà, ça arrive. J'avais créé une petite société qui s'appelait Baby Foot Diffusion. Je réparais des babys, je vendais des babys pour les collectivités, des choses comme ça. Et puis après, juste à côté du Capitole, effectivement, j'ai monté une salle de jeu. C'était une première en France à l'époque. Hein. Bon, aujourd'hui, il y en a d'autres, Cobos et tout, il y a pas de problème. Mais à l'époque, c'était une première en France. J'avais effectivement une salle de jeu avec 9 baby-foot. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de flipper, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait rien. Il n'y avait que des babys. Il y avait même des babys pour les joueurs. Les champions venaient s'entraîner chez moi gratuitement. Voilà, donc j'avais une salle baby. Malheureusement, je me suis fait escroquer. Parce que j'ai dit, j'ai peut-être une relation particulière avec l'argent. Je me suis fait escroquer en achetant cette salle. Et malheureusement, j'étais obligé de partir. Donc tout ça, c'est l'année 96, c'était un petit peu chaotique. Et c'est vrai qu'entre ça et les enquiquinements, pour parler poliment de la Fédé, voilà, j'ai tourné un peu la page. Allez, maintenant, on va parler un petit peu, Olivier et Didier, de votre parcours avec l'équipe de France vétéran. Donc, je le rappelais, Olivier, toi, tu as été champion du monde en 2011, 2013 et 2018. Quel souvenir tu gardes de ces titres-là? Et parle-nous un petit peu de cette équipe de France, du baby-foot vétéran, de cette catégorie. Ce que j'en garde, évidemment, ce sont des frissons. Moi, j'ai recommencé le baby-foot. Alors, je suis tombé, j'ai démarré évidemment chez les vétérans, hein, parce que j'étais déjà dedans. Mon premier tournoi, je l'ai démarré en finale contre Didier, justement. Didier, qui est ta bête noire. Didier qui est ta bête noire. C'est ma bête noire. Voilà. J'en ai une ou deux dans la catégorie vétéran, mais lui, ça a toujours été ma bête noire. Je ne l'ai jamais battu. Enfin, en tout cas, pas en tournoi officiel. Après, évidemment, les vétérans, écoute, nous, on a un recul par rapport à la vie, par rapport au baby-foot. Ça reste un plaisir pour nous. Et c'est vrai qu'on a une ambiance, on a toujours eu une ambiance. On parlait tout à l'heure de Martial Bochet, d'Olivier Baleine, Eric Sico. De Patrick Benoît et tout. On a une ambiance absolument extraordinaire chez les vétérans parce qu'on ne se prend pas la tête. On est tous des bons perdants et puis on va tous boire un coup après. Il n'y a pas d'embrouille. Ça se passe super bien. Et ça, depuis 2011, même avant, et encore aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai arrêté en 2018 avec ce titre. Donc voilà, j'ai fini plutôt sur une bonne note. Bon, je ne dis pas que je ne continuerai pas, mais je vais essayer de jouer chez les super vétérans déjà. Je vais passer l'âge. Voilà, mais non, l'ambiance chez les vétérans, c'est génial. Et puis là, en plus, il y a on voit beaucoup de joueurs arriver, puisque la cinquantaine, voilà, il y a pas mal de joueurs qui arrivent à la cinquantaine. Oui. Donc, je trouve ça génial parce que ça développe la catégorie. C'est vrai que nous, on était un petit peu limités. On était une quinzaine, une vingtaine de vétérans. Au dernier championnat du monde, on était 50, plus de 50. Donc déjà, voilà, ça arrive. Et je trouve ça très, très intéressant pour la relève. Non, il y a vraiment des sacrés bons joueurs chez les vétérans. Moi, j'ai eu le plaisir de
de vous découvrir, d'aller à votre rencontre dans les derniers tournois qui ont eu lieu juste avant la période Covid. Didier Delabarre, Didier, donc je l'évoquais, hein, champion du monde en simple en 2008, puis 2011. 2008, c'était à Aubonne, hein, au CDFAS, Didier. Oui, eh oui. Une salle, Et je suis tout, c'est une salle je suis qui est. tout à fait d'accord. J'ai pas compris, Didier. Vas-y, vas-y. Je disais que j'étais tout à fait d'accord avec Olivier Perrin. L'esprit chez les vétérans, rien que ça, c'est un plaisir d'être en vétéran. Donc, ce titre en 2008 et 2011, à Aubonne en 2008, quel souvenir tu en gardes là aussi? Une salle qui. J'entends beaucoup de joueurs en discutant avec eux, joueurs-joueuses, qui adoreraient revoir une compétition comme la Coupe du Monde Bonzini se dérouler de nouveau au CDFAS à Aubonne. Oui, c'était une très bonne salle, tout à fait. Elle n'était pas trop grande, elle n'était pas petite, donc ça correspondait très bien. Et je pense qu'on arrivait à placer les baby-foot de façon à donner une atmosphère. C'était à taille humaine, comme on dit. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et tu avais battu qui en finale? Justement, on voit des images là, hein. Là, tu es justement en compagnie d'Olivier dans cette Oui. salle à Aubonne. C'était face à Siam Kamlu, je crois que vous étiez en train de jouer. Donc je disais, qui avais-tu battu en finale en 2008? Eh ben, écoute, je pense que j'avais battu un Allemand qui était. Alors, j'ai peu de mémoire des noms, mais c'est lui qui a gagné en 2009 et 2010. Et en 2011, c'était contre qui? En 2011, c'est moi. Oui, Et je rebats de mémoire, je crois que je bats un Allemand euh, qu'on n'a pas vu très souvent, qui était assez grand et qui avait battu celui que tu présentes là à côté de moi. et c'est qui? Ah, Olivier, qui avait battu Olivier. Non, non, l'Allemand que tu présentais sur l'image, Ah, faudrait qu'on la revoie l'image. On n'a à pas fait côté de attention. Klaus. C'est D'accord, comment il s'appelle qu'Olivier bat assez facilement d'ailleurs. d'accord. Donc Olivier qui est la bête noire de ce joueur alors. Voilà. Olivier, là on a vu quelques images d'Aubonne. Donc toi, je le rappelle, Oui. hein, 2011, 2013, 2018. Là aussi, qu'est-ce que tu veux obtenir de plus quand tu es 3 fois champion du monde par équipe? Que de souvenirs, que d'émotions, j'ai envie de dire. Ben oui, moi je reste toujours je dirais, dans la formation. Et pour reparler d'Aubonne, c'est vrai que pour moi, c'était la plus belle salle qu'on ait eue en termes de championnat du monde. Euh, alors moi, par contre, je la trouvais très grande. On avait la possibilité de mettre 100 baby-foot sans problème, plus encore sur le côté un parc pour les gens qui venaient faire des démonstrations et un baby-foot géant et tout. La salle était absolument sublime. Et j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup qu'on refasse un championnat du monde là-bas. Pourquoi pas un multitable, hein, y a pas de problème, ça rentre. Et puis je crois savoir que la salle d'Aubonne a été refaite en plus, donc vraiment j'espère que ça se fera. Après, oui, les titres, bien sûr. Bon, moi, je suis presque. On a tous le rêve, bien sûr, un jour d'être champion du monde, comme Didier, champion du monde individuel ou même en double. Moi, à chaque fois, je fais deuxième ou troisième avec mon partenaire Eric Domino, voilà, en classique. Mais voilà, on a tout cet espoir-là. Mais de gagner en formation, en équipe de France, c'est des frissons, c'est des larmes, c'est la Marseillaise, c'est tout ça. Je trouve ça génial. Et encore une fois, et comme le soulignait, comme le confirmait Didier, encore une fois, je dis c'est très très particulier. L'ambiance chez les vétérans, c'est génial. C'est quoi ton plus beau souvenir, Olivier? Après, je poserai la même question à Didier Delabarre. Ton plus grand souvenir? Alors, en tant que joueur, En tant que joueur, en tant que capitaine aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as été capitaine de cette équipe de France. oui, 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 j'ai été capitaine. Alors, bien sûr, évidemment, les titres de champion du monde. À titre individuel, j'avoue que j'ai deux beaux souvenirs. Et deux fois, c'est tombé contre lui, le pauvre, entre guillemets. C'est Eric Sicot, Noah, que tout le monde connaît. Et c'était en 2015, j'avais fait il était champion du monde en titre. J'étais tombé contre lui donc en quart de finale.
Et bon, si on fait 100 matchs, il va en gagner 99. Je n'en ai gagné qu'un seul, mais je l'ai gagné ce jour-là. Et je l'ai gagné en 3 manches. Il a même reconnu après, lui, qu'il n'avait rien vu venir. Et voilà. Et j'étais fier. Je me suis fait sortir après. Mais moi, voilà, pour moi, c'était mon plus beau match. Et il s'est trouvé aussi qu'il y a 2 ans, au championnat de France des clubs, je suis retombé contre lui. On était en quart de finale de la Coupe de France avec une équipe de Toulouse qui était il y avait même des jeunes qui avaient jamais fait de tournoi et on avait éliminé plusieurs équipes et on se retrouve contre Saint-Égan-de-Grandlieu et Saint-Pignan et on tape mon quart de finale et on tire au penalty. Et à nouveau, je tombe contre Noah et je gagne le tir au penalty, ce qui nous qualifie derrière. Donc c'était un très très gros souvenir. Voilà, deux beaux souvenirs. Didier, ton plus grand souvenir, ton plus beau souvenir? Bah, mon plus beau souvenir, c'est d'avoir emmené l'équipe de France vétéran au titre de champion du monde, qui était leur premier titre. C'était une fabuleuse équipe de camarades. Et ça, c'est inoubliable. Olivier, c'est quoi un bon capitaine? Oh. C'est quelqu'un qui arrive à motiver les joueurs dans les moments difficiles. Voilà, quand on est en difficulté, qu'on sait qu'on passe à 2 doigts de l'élimination, il faut remotiver les joueurs, bien sélectionner. Quand c'est en équipe de France comme ça, voilà, il y a le sélectionneur et puis il y a le capitaine qui doit motiver en permanence. Un capitaine peut ne pas jouer, c'est pas le souci, mais il faut arriver à motiver les gens pour qu'on passe le tour d'après. Voilà, bon, c'est essentiellement ça. Après, j'ai pas la prétention d'être un grand capitaine, mais voilà, j'ai été 2 fois capitaine. Sur mes 3 titres de champion du monde, j'étais 2 fois capitaine, donc je suis très content. Il faut croire que j'étais pas si mauvais que ça en fin de compte. Didier, donc tu as été sélectionneur. Oui. J'ai une bonne question pour toi, Didier. Sur quels critères tu choisissais les joueurs qui allaient participer aux grandes compétitions et porter le maillot tricolore? Le critère principal, c'était d'avoir des gens combatifs, qui refusent d'avance de perdre, qui donnent le maximum d'eux-mêmes. Bien sûr, nous avons tous plusieurs fois perdu, mais quand on donne tout ce qu'on a, on n'a rien à regretter. Et ça donne obligatoirement de très beaux matchs. Moi, je me rappelle d'un match, je pense qu'Olivier va s'en rappeler, c'était Pascal Lecos c'était un match en double contre les Américains. Et je crois que ils ont perdu, enfin l'équipe française a perdu après quasiment 2 heures de jeu. Ouais. De chaque côté, les Américains et donc les Français, eh bien, on aurait pu leur demander leur nom, je crois qu'ils auraient été incapables de le dire. Tellement ils étaient fatigués, épuisés, mais ils avaient tout donné, tout donné. Olivier, tu as souvenir de ce qu'évoque là Didier? Oui, 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 un petit peu, oui, effectivement. Pour ce qui est de tout donner, moi en général, c'est au moins quelque chose qu'on peut pas me reprocher, c'est que même si je joue mal, je donne tout, même dans le mauvais. Olivier, tu as un surnom, hein, on t'appelle Papichnikov. D'où vient ce surnom? Tapichnikov. Ouais, d'où vient ce surnom et qui te l'a donné? Ah bah écoute, ce sont des joueurs de Toulouse. Papi, parce que je suis Papi, hein, voilà. Et puis Schnikov, c'est une contraction évidemment de Kalachnikov parce que j'ai un jeu un petit peu particulier, c'est-à-dire que je déplace la balle en la tapant. Voilà, je fais ça, tac, 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 tac. Donc ça fait un peu le bruit d'une mitraillette parce que c'est relativement régulier. Donc c'est une contraction entre Papi et Kalachnikov. On m'a appelé Papi Schnikov. Voilà, et c'est resté. Hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent même pas quel est mon prénom. Hein. Ils m'appellent Papi Schnikov. Didier, tu as un surnom, toi, dans le milieu du baby-foot? Eh bien, écoute, si j'en ai un, on ne me l'a pas communiqué, mais à la limite, peut-être l'emmerdeur. Pourquoi? Tu as un sacré caractère autour de la table? Non, mais parce que je pense que tout le monde a du mal à comprendre parfois comment j'arrive à gagner.
parce que je reste a priori très calme autour de la table, alors que je suis un hyper nerveux. Mais je donne l'impression d'un grand calme, et ça les surprend tous. Quel est le joueur qui t'a posé le plus de soucis que tu as affronté durant toute ta carrière jusqu'à présent, Didier? Un joueur qui t'a vraiment marqué, dans le bon sens du terme. Bah, un joueur français ou un joueur étranger? Peu importe, français, étranger, allez, vas-y. Bah, je pense que le joueur français qui m'a posé le plus de problèmes, c'est dernièrement Noah Sico, donc. C'est lui qui me pose le plus d'opposition. Bon, même si je suis pas toujours satisfait de sa façon d'être, mais il a le droit d'être comme il est. Il est chambreur? Donc, Il est chambreur, Didier? Eric? non, il- s'il est, s'il est en train d'être dominé, il va demander des temps, il Ah, va rouspéter, dire que on bouge anormalement, etc. il va Bon, chercher à te c'est un peu, déstabiliser. voilà, c'est un peu énervant, mais bon, c'est sa façon d'être. De toute façon, euh, à chaque fois qu'on veut gagner, il faut battre l'autre, quelle que soit sa façon d'être. Donc, il n'y a rien, même si je peste, si je perds, il n'y a rien à redire. Il a gagné, il a gagné. Il faut accepter aussi la défaite. Et chez les étrangers, Parmi les joueurs allemands, eh bien, c'est le même phénomène, celui qui a gagné en 2009 et 2010. Son nom ne me revient absolument pas. Euh, je ne sais pas si Olivier, lui, se C'est souvient. pas Ulrich Troppel? Oui, tout à fait, ah, c'est ça. Stroppel, ouais. Voilà. Oh, il a toujours fait partie des Et meilleurs, qui lui, a hein. aussi un comportement parfois, lorsqu'il est en train de perdre, un comportement d'agacement. On a bougé le baby, voilà. Et bon, je pense que c'est quand ils sont en difficulté qu'ils ont besoin de se rattacher à ça de façon à se remotiver. Bon. C'est à nous de passer outre ça et être capable de les battre. Voilà. Quelle est ta table favorite, Didier? Ah, c'est quand même la Bonzini. Mais je reconnais que la table allemande, la Leonhardt, est pas mal. Le seul problème, c'est que moi, je joue depuis l'âge de 12 ans, donc principalement sur Bonzini. Et le temps d'adaptation pour moi sur les tables étrangères est un peu longue à chaque fois. Donc tu te mets pas dans la catégorie des joueurs multitables. J'étais quasiment le premier joueur multitable en vétéran. Mais à chaque fois, quand tu passes d'une table à l'autre, le temps d'adaptation n'est pas favorable aux joueurs français. Et toi, Olivier? Par rapport. Je te retourne la question. Le joueur qui t'a donné, hormis Didier, le plus de difficultés, celui qui t'a Ah bah, procuré le plus. voilà, c'est vrai, comme le disait Didier, voilà, il a un calme qui est assez énervant parce que tu te dis c'est pas possible, je vais y arriver. Donc comme je l'ai jamais battu, ben, je me dis que c'est lui, bien entendu. Maintenant, il y a au niveau des joueurs étrangers, effectivement, il y avait Ulrich Stroppel qui était qui a été champion du monde, qui était un très gros joueur. Et celui qui m'a impressionné le plus, c'était la Coupe du multitable, la Coupe du monde multitable à Nantes. Il y a Loufredo, l'ancien partenaire Ouais, l'américain, de Lofredo. Colin. Et alors là, lui, il m'a espanté parce que, bon, moi, Stroppel m'avait mis une pâtée monumentale. Et juste derrière, il tombe contre Lofredo. Et Lofredo, alors d'un calme olympien, il lui a tout gaulé. Et ils lui ont mis un 10-0, enfin 7-0, je ne sais plus combien c'était. Mais ça a été plié en 2 temps, 3 mouvements. Moi, j'étais mais vraiment sur les fesses, pour parler poliment. J'en revenais pas. Donc, Lofredo, c'est le joueur vétéran qui m'a le plus impressionné. Qu'est-ce que tu penses du niveau actuel des joueurs vétérans, Olivier? Ah ben là, il y a des nouveaux arrivés, là, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Ça a bien augmenté, hein. C'est vrai qu'il y a Frank Knopf,
il y a Jorge Gomez, voilà, il y a tous ces joueurs-là qui arrivent. Là, Hervé Dos bon, c'est Santos dur, aussi qui quoi. pourrait arriver, pourquoi pas? Je crois qu'il a fait. Pardon? Je dis Hervé Dos Santos du club de Montreuil. Je crois qu'il vient Hervé Dos d'avoir Santos, 50 voilà. ans. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on était un petit peu la catégorie pauvre, un petit peu comme les féminines et les juniors. Hein. C'est vrai qu'on était toujours un petit peu à la traîne, entre guillemets. On n'était pas trop reconnus, je trouve. Hein. Je pense que ça aurait pu un peu plus se développer. Et je pense que maintenant, voilà, les seniors ont vu que les vétérans commencent à se développer et qu'il commence à y avoir des joueurs très intéressants dedans. Donc voilà, les gens vont y venir tout naturellement. Hein, mais là, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés déjà qui font mal. Hein. Moi, je suis tombé chez le dernier championnat du monde, je suis tombé contre eux. J'en ai certains qui m'ont mis la pâtée. Hein. Je me suis dit, bon, bah allez, attends vite qu'il y ait une catégorie super vétéran, parce que là, chez vétéran, t'as plus ta place. Faut de l'entraînement. Hein. Tu pratiques combien d'heures par semaine, Olivier? Oh, moi, en général, bah, on a 3 entraînements. Moi, j'y vais à 2. Donc, moi, je suis entre 6 et 8 heures par semaine, à peu près. Effectivement, quand même, c'est pas mal. Quand un jeune démarre, euh, quelles sont les qualités qu'il faut qu'il ait pour devenir un bon, voire un très très bon joueur de football de table? Alors, moi, si tu me poses la question, je suis très connu pour être très très mauvais d'ennemi. Donc voilà, il faut du temps, il faut que la personne s'applique, il faut avoir un bon, il faut avoir les bons conseils dès le départ. Nous, c'est vrai que je regarde par exemple au club au club des pas des Phoenix de l'ATB l'année dernière, quand on a remonté, on avait Thibaut Gandia. Thibaut Gandia est un gars, un, un, une des personnes du club qui a pris le temps de prendre tous les petits jeunes qui arrivaient, comme s'appelle Bernard Thomas, le papa de Clémentine. Voilà, Oui, ils ont pris les joueurs au départ et ils leur ont bien tout expliqué ce qu'il fallait faire. Parce que les joueurs ne savaient pas forcément très bien jouer. Il y avait un petit peu tous les niveaux, mais ils ont pris le temps de bien tout leur expliquer, les bases, bien évidemment. Là, les grilles, les passages aux demi, etc. Moi, je ferais bien de retourner aux débutants pour les demi parce que vraiment, c'est infernal avec moi. c'est quoi les Et, mo- et, et Olivier, c'est quoi les moyens dont dispose le club des Phoenix de Toulouse pour développer ce nouveau club? Est-ce que vous êtes aidé par les institutions comme la Fédération française? Enfin voilà, quels sont les moyens dont vous disposez pour accueillir les nouveaux joueurs, pratiquants et leur rien du donner... tout. On a la chance d'avoir un super partenariat avec le Club 147, qui est une salle de billard à l'origine, une salle privée, et avec qui on a vraiment des relations privilégiées qui nous aident un petit peu. Ils nous ont acheté, là, cette année, on vient de renouveler un parc de 8 baby-foot tout neuf. Donc voilà, ce sont des gens qui nous suivent parce ils ont vu que l'année dernière, on explosait vraiment. Il y avait de plus en plus de joueurs. Les dips, je te dis, on était 60 quand on faisait un dip. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça donne, mais ça donne une ambiance, quoi. Et Bien puis, sûr. vraiment une très, très bonne ambiance. Donc voilà, on a cette chance-là. Après, les aides, on n'en pas particulièrement. Hein. Les babys, on se les paye nous-mêmes. Et puis, enfin, c'est pas qu'on se les paye nous-mêmes. Enfin, je veux dire, on n'a pas grand-chose en réalité. Parce que nous, notre licence, on paye la part Fédé, mais c'est 0 €, nous, la licence chez nous. D'accord. Didier, c'est la même chose de votre côté, du côté de Bellencombre? Bah nous, du côté de Bellencombe, on a le soutien de la mairie parce qu'il faut bien vous dire que Bellencombe, c'est un village, hein, une petite commune. Donc, c'est déjà très bien qu'on ait 26 adhérents. C'est absolument pas Toulouse, hein. Donc, on a une licence qui n'est pas très chère, sur lequel il nous reste 20 € pour le club. Elle est à combien la licence chez vous, Didier, au club? 60 €. D'accord, non, c'est raisonnable. Voilà, donc il reste, une fois qu'on a tout payé, la participation à la Fédé, etc., l'assurance, il reste une vingtaine d'euros. D'accord, donc je suppose que, bon là on est en période Covid, mais en temps normal vous accueillez beaucoup chaque année de nouveaux adhérents, de nouveaux pratiquants qui viennent découvrir le baby-foot. Comment vous les accueillez, ces nouveaux joueurs, ces jeunes joueurs? Comment vous les encadrez au niveau des entraînements?
Eh bien, nous, on permet à tout le monde de venir découvrir le baby-foot 2 fois gratuitement avant de prendre une licence. Après, on leur demande de s'engager soit avec une licence sportive, et là, il reste rien pour nous, pour l'association, ou bien alors une licence compétition. Les jeunes, c'est principalement moi qui les encadre. J'essaye d'abord de leur apprendre la rigueur, parce que je pense que c'est la principale qualité qu'il leur faut développer, c'est d'être assidu, d'arriver autour d'une table dans de bonnes conditions, d'être calme et d'écouter et de répéter les gammes. Comme disait tout à l'heure Olivier, nous sommes des anciens qui avons gardé les mauvaises habitudes du baby de bar. Et pour nous, c'est très difficile de la barre d'ennemi. Donc, je les pousse à travailler la barre d'ennemi. On en a déjà qui commencent à être très bons. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui débutent au niveau des entraînements? Bah, au niveau des Alors, entraînements, c'est que entraînement collectif et individuel, hein. Si tu as des conseils à leur apporter pour leur progression. bah, la progression, elle va se faire par rapport, il faut déjà qu'ils acceptent leur faiblesse, la faiblesse qu'ils ont sur telle ou telle barre. Bien sûr, si c'est toutes les barres, il va y avoir toutes les barres à travailler. Mais si c'est la barre des nids ou la barre de l'avant ou la barre de l'arrière, il va falloir faire une formation en réponse avec la barre qui est leur point de faiblesse. Oui, oui. Souvent, dans ce qui est les barres arrière, la barre des 2 et la barre des 1, qui est, à mon avis, pas assez utilisée, la barre des 1, mais la barre des 2, c'est surtout de ne pas s'affoler, et d'analyser l'adversaire. Tout le monde peut avoir deux très bonnes barres à l'arrière. Il faut, c'est analyser le jeu de l'adversaire et lui laisser à faire le plus dur. Ouais, on s'aperçoit que c'est très très mental, hein, dans l'approche, hein. Voilà. Il faut laisser à l'adversaire prendre le plus de risques possible sur la feinte qu'il va faire. Et il y a toujours un côté où l'adversaire est plus fort. Olivier, un conseil pour tous ces jeunes, pour tous ces nouveaux adhérents dans les différents clubs en France? Alors, oui, bon, nous, à Toulouse, on a du bol maintenant avec les coachs qu'on a. Ça va, eux, ils corrigent tous les défauts, ils nous font travailler tout ce qu'il faut. Alors ça, maintenant, là, on est parfait. Ben, voilà, ben, en réalité, c'est ce que disait exactement Didier. C'est-à-dire que nous on n'est pas très bien placé, entre guillemets, parce on a des mauvaises habitudes. Moi, je suis incapable de m'entraîner pendant 2 heures. J'ai 2 babys chez moi et j'y joue jamais. Ben, je m'entraîne pas tout. Si je m'entraîne un peu, ça va être au club. J'ai du mal, j'ai trop d'habitude de bar. Mais bon, nous, on s'en fiche, on est vétérans, on s'en fiche. Mais pour les petits jeunes qui arrivent, c'est vrai qu'on voit, enfin, et voilà, il faut être motivé, il faut être assidu. C'est vrai ce que disait, voilà, si c'est pour venir une fois par semaine ou une fois par mois, ça sert à rien. Mais ceux qui sont assidus, ils arrivent très très vite à progresser. Et c'est vrai qu'on voit aussi, on regarde avec tous les gens qui se sont mis au snake, etc. Ils arrivent à être efficaces assez rapidement sur les jeux d'avant, sur la demi. Donc il y a des gens qui progressent très très vite. Il y a les surdoués comme partout, et puis après, tu as des gens bah, qui jouent bien, mais parce qu'on a des années d'expérience derrière, quoi, c'est tout. Hein. Mais quand les jeunes viennent, voilà, si vraiment ils sont assidus, qu'ils suivent vraiment nos conseils, on voit des progressions absolument extraordinaires. Extraordinaires. Bon, en tout cas, il nous reste quelques toutes petites minutes à passer ensemble, messieurs. Une petite question pour Didier Delabarre. Didier, je suppose que depuis que tu pratiques le football de table, tu as réussi à communiquer ta passion peut-être aux membres de ta famille, à ton entourage. Tu as réussi à amener des gens à découvrir ta discipline. Alors, j'ai toujours eu pour principe
de pas vouloir obliger ma fille, puisque j'ai une fille, à, à faire le même sport que moi. Donc, je l'ai laissé faire ses choix. Elle a choisi l'équitation. Mes petits-enfants se sont intéressés, j'ai 2 petites filles, se sont intéressés au baby, mais c'est pareil, je les laisse. Si vraiment ils veulent y venir, il faudra qu'ils fassent le premier pas. Je ne veux pas les pousser. Pareil pour toi, Olivier? Ah bah moi c'est différent. Moi, dans mon entourage, mes enfants ils jouent mais un tout petit peu. Et puis moi j'ai une autre passion, je crois que tu le sais. C'est la danse. C'est J'ai la une danse. autre passion dans la vie, c'est la danse, hein, puisque moi je danse depuis l'âge de 7 ans, j'ai fait du rock acrobatique et tout. Et puis aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une femme absolument parfaite déjà, et qui en plus a la même passion que moi. Et c'est une danseuse absolument extraordinaire. Donc moi, voilà, tous les gens le savent dans un couple, quand tu arrives à partager une même passion, c'est vraiment le top, quoi. Bon, ben, moi, elle joue un tout petit peu au baby-foot, mais par contre, le danse, voilà, c'est notre deuxième passion. Bon, en tout cas, messieurs, on va se quitter. Il est l'heure à présent. Sachez que ça a été un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce soir, Didier et Olivier. Un très très grand merci à vous deux. Un petit mot de la fin, Didier, et ensuite Olivier, et après je rendrai l'antenne. Eh bien, pour tous ceux qui ont suivi l'émission, eh bien, je leur souhaite déjà de bien se protéger, parce que ce qui court à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose de très facile à vivre. Mais surtout, il faut garder les gestes barrières. Et puis, pour ceux qui sont passionnés du baby, n'hésitez pas, allez adhérer dans un club. Je pense que dans tous les clubs, vous trouverez des gens passionnés et qui essaieront de vous aider. Voilà. Olivier? Eh bien, écoute, moi, voilà, bah, bien évidemment, à tout le monde, je souhaite la meilleure santé et qu'on arrive à vite passer ce mauvais cap avec ce Covid, qu'on puisse enfin retourner dans les salles et retourner dans les lieux d'entraînement sans les masques. Voilà, ça c'est, je dirais évidemment un espoir pour tout le monde, que tout le monde se porte bien vraiment là-dessus. À titre personnel, bah, j'aimerais bien qu'un jour je puisse faire une compétition au mondial avec Didier en partenaire, en super vétéran, ça serait une bonne idée, ça. L'invitation est Parce que lancée, j'arrive Didier. pas à le battre, peut-être je pourrais jouer avec lui, on sait jamais. Tu serais d'accord, Didier? Ah, tout à fait, mais il sait que c'est prévu, euh, puisqu'on est tous les deux en super vétéran, je dirais. Et on n'a jamais beaucoup joué ensemble pour une bonne raison, c'est sa place est principalement à l'arrière, c'est un très bon goal, et c'est aussi ma place. Donc, quand j'étais sélectionneur de l'équipe de France, eh ben, malheureusement, je pouvais pas être en double avec lui. Ça a été très, très rare. Voilà. En revanche, les 2-3 tournois que nous avons fait ensemble, on les a gagnés. On les a Donc, gagnés. Eh Voilà. ben, il y en aura d'autres, messieurs. Oui, oui, tout à fait. Quand les tournois, les compétitions ont repris, à n'en pas douter, vous ferez partie des meilleurs dans la catégorie des super vétérans. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Merci, et merci à toi et à ton frère pour l'émission. Merci à oui, vous. c'est vrai, un grand merci à vous deux. Et puis on vous passe vraiment le bonjour et une bonne continuation dans vos émissions qui sont intéressantes et qui font connaître le baby. Voilà, c'est l'essentiel. On est là pour ça, en tout cas, pour faire connaître le baby et parler de vous tous, joueurs, joueuses et passionnés de la petite balle jaune. Écoutez, en tout cas, ça a été un réel plaisir. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Babyfoot TV. En attendant, portez-vous bien, protégez-vous et à très bientôt les amis. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci, au revoir. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Salut Olivier. Salut Didier, salut Jean-Paul, salut Stéphane. Salut.